Et rebonsoir à toutes et à tous pour cette première partie de live, tout le monde est en pamoison devant ce clip. Et il y a déjà des gens qui sont arrivés, entre-temps, Shooter Dev, qui j'ai vu également... Ah non, c'est bon, Shooter Dev uniquement. Écoutez, voilà, donc c'est dans cette première partie de live... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un petit peu sur des petits projets que j'ai fait cette semaine on va y regarder un petit peu ça. Et l'idée, c'est d'être un petit peu dans un genre de chat échange sur ces projets pendant un petit moment là. Projet que j'ai réalisé du coup pour une grosse partie sous FreeCAD et avec mon imprimante 3D et ma découpeuse laser. Donc c'est pas mal, c'est des projets assez complémentaires. Et puis on va se regarder ça ensemble. Je regarderai la chaîne. Merci Rixan. Salut Romain Sévère. Hello King. Hello le barbu. Tu vas te bluffer, le gars te ressemble vachement. Ah ouais. Ah, attends. J'ouvre ça avant de lancer. Vite fait. Ah oui, c'est drôle, il y a une barbe. Comme quoi, tous les Adriens qui bricolent ont une barbe. Ça, c'est très drôle. Donc allez voir la chaîne de Adrien Bricole. Ça, c'est très très drôle. Alors, de quoi ça parle ce soir? Merci à Toldev, bienvenue à toi. On va se mettre déjà le bureau. Déjà, premier projet, c'est le retour un petit peu sur le prompteur que j'avais fait la semaine dernière. Donc vous vous souvenez, live de la semaine dernière, on avait repris mon ancien prompteur, que voici, voilà. Et l'idée, c'est d'en faire une version un petit peu plus grande, un peu plus finie. Il y avait plein de petits problèmes, notamment, en fait, il n'était pas dans le bon sens. C'est-à-dire que la partie arrière ne cachait pas l'objectif, et donc ça n'empêchait pas, en fait, les reflets d'apparaître sur la vitre. Donc on avait changé tout ça. Salut Yoho. Et, alors, j'ai des petits problèmes avec mon écran de gauche. Et du coup... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? C'est qu'on a fait cette version de prompteur. Alors comme vous pouvez le constater, qui n'est pas complètement assemblé, on avait juste fait une moitié pour pouvoir faire les essais et ça suffisait largement pour en fait commencer à travailler dessus. Mon son est un tout petit peu fort. Salut Joe Lafrite. L'idée qu'on avait derrière, c'était de le tester, et on n'a pas pu le tester à la fin du live, pour la simple et bonne raison que, en fait, j'avais pas découpé le bois suffisamment tôt pour ma découpeuse de laser, et donc comme il était 1h du matin, j'allais pas sortir la scie circulaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait hors caméra en début de semaine, et ceux qui étaient sur Twitter ont pu le voir. J'ai pu faire, voilà, ces découpes. J'ai d'abord fait toutes mes découpes, puis un assemblage à blanc pour vérifier que tout s'assemblait correctement. Personnellement, j'ai rien fait. Ensuite, voilà, donc là, vous voyez l'assemblage, donc sans vis, sans rien. Du coup, là, c'est vraiment brut de découpage, donc pas de ponçage, pas de nettoyage, rien du tout. Vraiment, vérifier que tout fonctionne bien. Que Barbon ne voulait pas faire de découpe à cause d'une certaine voisine. Ouais, bah oui. Puis surtout, ma découpeuse, ma scie circulaire fait énormément de bruit. Attends, on en a un deuxième Kamikaze Master Z. Ça, c'est drôle, ça. Et on a rajouté quelque chose, j'ai rajouté quelque chose, pardon, en tout cas, qui est cette surplaque. On en avait parlé la semaine dernière, mais on l'avait pas fait. Donc c'est une surplaque qui va me permettre en fait de mettre mes écrous et pouvoir visser cette partie basse de mon prompteur et de pouvoir également poser mon téléphone dessus. Donc comment ça se présente? Oups. Dans FreeCAD, c'est ici, voilà, c'est à ce niveau-là. Et donc du coup, je vais avoir mon boulon qui va pas dépasser et je pourrais poser mon téléphone à l'intérieur. Salut Alf. Salut Captain Igloo. Donc, ça a été collé, juste collé, cette partie-là. Et donc vous voyez bien, hop, je mets les écrous comme ça. Ça permet de régler. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il fallait qu'on règle le prompteur en fonction de l'objectif qu'on allait avoir. Voilà. Et puis, une fois que c'était fait, un petit coup de peinture. Et voici le prompteur qui est là, qui est mis, qui est installé. Là, vous allez pouvoir le voir installé directement sur la platine. Donc ça marche super bien. Et donc pour vous montrer que ça marche très bien, alors vous n'allez pas pouvoir le voir avec la projection, mais je vais me remettre sur la webcam.
Alors on s'était dit la semaine dernière qu'on mettrait un tissu derrière pour pouvoir masquer les reflets. Et en fait ce qui se passe, c'est que rien qu'avec la petite casquette qui est là, eh ben, vous allez voir, je vais juste enlever les vis parce que si je veux vraiment l'installer correctement, il faudrait que je défonce mon setup. Mais on va pas le faire ça ce soir. Ah, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, même en le posant. Voilà, là il est posé. Voilà. Là je vais mettre mon téléphone. Ici. Voilà. Et donc là j'ai un texte qui défile. Vous ne voyez pas de reflet, vous ne voyez pas le texte. Moi, je vois le texte qui est en train de défiler. Et donc, vous voyez que ça fonctionne super bien, qu'il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre. Donc c'est quand même un setup qui est un peu simple. Bon là, on a fait quelque chose d'un peu complexe, mais sur le principe, ça marche vraiment du feu. Le seul petit truc, quand même, c'est que la vitre est juste une vitre en plexiglas très simple. Il faudrait avoir un genre de vitre sans teint avec un côté miroir et un côté traversant pour que ça fonctionne vraiment parfaitement comme un prompteur. Mais bon, là, ça suffit avec la réflexion du téléphone. Juste se dire que plus la vitre est fine, moins vous avez cet effet de décalage, parce que vous savez quand sur une réflexion de vitre, vous avez la première face qui réfléchit et la deuxième de l'autre côté qui réfléchit. Et donc du coup, vous avez une espèce de décalage sur les lettres qui se forment quand vous affichez quelque chose. Plus votre vitre elle va être fine, moins vous allez avoir cet effet-là. Donc là, je suis sur du 2 mm, je pourrais aller un petit peu plus bas, mais après ça serait pas très rigide. Mais si vous le faites avec du 3 ou du 5, vous allez vraiment voir ce décalage des lettres et ça va pas être très intéressant pour vous regarder. En tout cas, voilà, ce petit projet, je suis très content parce que, hop, je l'enlève, vous voyez, réalisé sans trucage. Ça fonctionne super bien, ça s'enclenche parfaitement dans mon setup. Ça va me permettre potentiellement de faire des vidéos beaucoup plus rapidement. Il faut quand même que je modifie quelques petits trucs parce que je suis pas content de l'angle de vue quand je viens filmer pour une vidéo YouTube. Mais ça, c'est du réglage. En tout cas, le setup fonctionne. Et là, la seule raison pour laquelle je ne garde pas ça directement sur mon pad pendant que je fais mes lives ou toute la semaine, c'est juste qu'en fait, si je fais ça, j'ai mon écran qui est là et je vois plus une partie de mon écran. Voilà, donc c'est con. Mais en tout cas, voilà, je suis très content du résultat. Donc la scie circulaire en termes de discrétion, c'est pas ça. Non, c'est clair. Mais vraiment, la mienne en plus fait un bruit de mort, donc disons, j'ai pas choisi la plus silencieuse pour faire ça. Tout ça pour que ça ne fonctionne pas. Je viens grâce à la vidéo de Monsieur Bidouille, et ben écoute, bienvenue à Albilton. Et c'est cool que Monsieur Bidouille ramène encore des gens, ça fait très plaisir. Ouais, mais plus le plexi est fin, plus les gondolets, non. Alors le problème effectivement, c'est ça, c'est que si je descends en dessous de 2 mm, je pense que je peux encore utiliser du 1 mm 5, tu vois. 1 mm 5, je vais être encore suffisamment rigide, mais en dessous, ça va commencer à vraiment être très souple. Donc, je pense que là, le 2 mm ou du 1 mm 5, si vous trouvez en PMMA, c'est pas mal. C'est franchement, pour faire ce qu'on doit faire là, c'est vraiment intéressant. Après, on avait trouvé des liens pour des vitres spécifiques, des vitres sans teint, ou du PMMA carrément qui fait cette fonction-là, c'est-à-dire miroir d'un côté, transparent de l'autre. Mais alors là, par contre, les prix sont plus du tout les mêmes, pour le coup. Salut Yannier, la scie circulaire, c'est bien à 3h du matin. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais il faut vraiment avoir personne à côté. Bon, donc voilà pour ce petit projet. En fait, ça va vite, là, le retour sur ce projet, puisque ce qui se passe, c'est qu'on en avait beaucoup parlé la semaine dernière, et au final, vous aviez déjà toute la conception qui est faite, et donc qui est déjà en rediffusion. Alors, maintenant, on va passer à la suite. Il avance pas ce compteur de soutien, vous attendez quoi? On va passer à la suite. Alors là, je vais plutôt passer sur la partie atelier, parce que j'ai des choses à vous montrer directement. J'ai pas forcément tout modélisé. En tout cas, c'était encore des protos. Donc je vais vous montrer ça. Salut ma clim. Là, on voit les traces de doigts sur la photo. C'est ça. Alors, hop. Je vais bouger la caméra. On va se rapprocher un petit peu. Mettre ça de côté. Et on va commencer déjà par ce proto-là. Alors, je vous avais déjà présenté la semaine dernière, je suis un peu loin, je vous avais déjà présenté la semaine dernière le petit proto d'ascenseur que j'avais fait.
et qui fonctionnait bien avec un simple moteur. Là, le petit truc que j'ai rajouté en plus, c'était le potentiomètre. Donc j'ai rajouté en fait un potentiomètre 10 tours en sortie en entrée du servomoteur. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, à l'intérieur, il y est plus là, à l'intérieur d'un servomoteur, vous allez avoir, hop, non, ici, vous allez avoir toute une série, alors il n'y a pas tout parce que celui-là a explosé, mais vous allez avoir toute une série d'engrenages qui font la réduction du servomoteur. Vous allez avoir un moteur, et normalement vous avez un potentiomètre qui est à l'intérieur, qui indique au servomoteur à quelle position il est. Donc on est sur une boucle fermée. Et moi ce que je voulais, c'est de pouvoir faire plusieurs tours avec mon servomoteur. Donc j'avais découplé le potentiomètre qui ne faisait pas suffisamment de tours pour moi. Et en fait j'ai remplacé ce potentiomètre interne par un potentiomètre 10 tours. Voilà, potentiomètre 10 tours que j'ai couplé sur une toute petite roue dentée qui vient, alors là c'est pas le cas parce que je l'ai désaxé, mais juste pour vous expliquer, qui vient se coupler sur cette crémaillère, ce qui fait que quand moi j'avance ici ça tourne, et du coup ça me permet d'utiliser la fonction servomoteur comme un servomoteur classique, mais avec la possibilité de le piloter et de le faire aller sur plusieurs tours, et donc de pouvoir bouger sur l'ensemble de la crémaillère. Alors, ça m'a pas trop mal marché. Globalement, j'étais plutôt content du principe. Le seul souci, enfin l'un des soucis, c'est que cette pièce-là est pas folichonne, pour le coup. Attendez, je vais vous le recoupler pour que vous compreniez, parce que là c'est pas clair du tout. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, quand j'avance, ici ça tourne. Alors déjà, un truc, pourquoi est-ce que j'ai deux ratios qui sont différents? Alors en fait, ici, c'est pour pouvoir monter et descendre assez rapidement en fonction de du... Ah, merci Arturo Vico, pardon. Merci Arturo Vico, bienvenue. Donc c'est pour aller relativement vite, parce que plus ma roue est petite, moins je vais aller vite pour pouvoir monter ou descendre mon ascenseur. Et pourquoi celle-ci est beaucoup plus petite? Parce que celle-ci, ce potentiomètre-là, il a 10 tours, il va faire 10 tours. Donc si je mets le même ratio, en fait, ma précision, elle va pas être folle, c'est-à-dire que je peux faire 10 tours de mon servomoteur, et donc du coup, ma distance maximale de déplacement, elle est très importante. Or, moi, j'ai pas besoin de cette distance très importante, j'ai besoin de me déplacer sur une distance qui est moindre, donc je vais réduire la taille de cet engrenage, justement pour que, vous allez le voir ici, si je fais, hop, un petit trait, clac, voilà, j'ai un petit trait ici, un petit trait là, voilà. Alors, est-ce que vous allez bien voir sur la vidéo? Voilà. Quand là, ici, je vais faire, par exemple, quasiment un demi-tour, lui, il aura fait déjà plus d'un tour. Donc, ça veut dire qu'en fait, ma précision, elle est augmentée sur une distance beaucoup plus courte. Alors là, j'arrive en bout de rail. Vous voyez? Vous comprenez l'idée? Donc voilà pourquoi mon ratio il est un peu plus petit. Le souci de ce système-là, c'est qu'il est un petit peu bancal, parce que du coup la distance que j'ai là, ici est très importante. Du coup, ce truc-là est un peu trop souple. Voilà, il a du mal à se mettre dedans. La taille des pignons découpés au laser fait que c'est relativement fragile. J'ai un système qui est beaucoup plus grand que la normale, et du coup je dois rajouter un gros potentiomètre en sortie, donc c'est vraiment pas top. Donc du coup, ça fonctionne, c'est une solution, mais c'est pas la solution qui me paraît la plus optimale. Donc, j'avais un petit peu abandonné. Et je m'étais dit que j'allais prendre plutôt un servomoteur, qu'on appelle des servomoteurs de winch, qui ont la possibilité de faire plusieurs tours. Donc pouvoir faire un tour et demi, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 10 tours, etc. Et c'est directement mis dedans. Sauf que en fait,
même un servomoteur comme ça, de très bas de gamme, sur AliExpress, donc vraiment essayer d'avoir tirer le truc au moins cher possible, on s'en sort difficilement en dessous des 10 euros, et à ça il faut rajouter des frais de port en général. Donc la moyenne basse c'est plutôt 15 euros pour un servomoteur qui est pas foufou. Rixan nous dit roue dentée avec courroie. Exactement, en fait la roue dentée avec courroie c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans un précédent live. Je vous invite à aller voir sur la chaîne. Donc on avait déjà fait un modèle avec roue dentée courroie qui fonctionne très bien. Et là on essayait de le faire avec une crémaillère. Salut Binaris. Du coup, c'est compact, mais c'est pas suffisamment bien. Donc comme je vous disais, je me suis dit, bon bah finalement, un servomoteur de winch, c'est un peu plus cher, mais ça peut marcher pas trop mal. Et en y réfléchissant le lendemain, j'ai pensé à une autre solution, et là, c'est un réducteur d'engrenage complet. Voilà, donc c'est cette solution-là que je vous propose, que je vous présente là maintenant. C'est exactement le même principe, donc c'est la même platine, quasiment, hein. Vous voyez, donc moins la partie supérieure, les mêmes emplacements de cerveau, le même rail, exactement les mêmes, les mêmes crémaillères. La différence, c'est que pour pouvoir faire l'ensemble de mon déplacement, ce que je vais faire, ce que j'ai fait ici en fait, c'est que j'ai décidé de faire une réduction, plutôt une augmentation du déplacement avec plusieurs engrenages et en faisant ce petit truc, ce petit assemblage là. Donc je vais vous le démonter pour vous montrer comment ça fonctionne. Et on va regarder aussi ça sur FreeCAD. Voilà. Et est-ce que je vais réussir à désengager la roue? Ça c'est moins sûr. Fragilité, et bien justement on va y revenir. Tu vois qu'il y a des endroits où c'est déjà un peu cassé. Ah, c'est un peu difficile à enlever. Bon, je pense que je vais pas vous l'enlever. Parce que je crois que je vais l'exploser sinon. Ah là là. Alors il y a une solution hein, pour ça. Bah alors on va prendre un tournevis plat. Allez mon coco. Alors ça m'a permis de tester un petit peu toute la partie denture dans FreeCAD, et ça c'est plutôt cool. Alors, je vous le pose ici, on va regarder dans FreeCAD comment ça se constitue, et après on va revenir à la fabrication. Alors, dans FreeCAD, voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, du coup, le top cerveau, qui est ici. Ah, je crois que j'ai planté FreeCAD. Ah non, c'est bon. On va dégager ça. Voilà. Le top cerveau. Alors, le top cerveau, il est constitué de quoi? En fait, c'est une pièce imprimée en 3D, toute bête. Et 4 inserts. T'as mis des inserts? Bien sûr, j'ai mis des inserts. Attends. Et pas que là, d'ailleurs. Remets de la colle après, c'est pas la première. La fixite te donne un 2 pour le démontage. Et ouais, la barre d'espace pour cacher les pièces. Du coup, ici, j'ai 4 inserts, voilà, qui me permettent de fixer mon servomoteur dessus. Et en fait, c'est pas ce que j'ai designé en premier. La première chose que j'ai designé, c'est... Alors, c'est mon pignon cerveau, en fait. Voilà, et mon pignon cerveau, c'est celui que j'ai eu du mal à démonter, c'est celui-ci. Donc c'est celui qui est accouplé sur le servomoteur et qui est mis sur le palonnier. Celui-ci, il a un certain nombre de dents, alors je sais plus combien, il faut que j'aille regarder, donc c'est 32, j'ai un module de 1, donc 32 dents. Et ensuite, derrière, il va faire tourner un petit pignon qui est ici. Voilà, ce petit pignon, ce petit pignon a un nombre plus réduit de dents, qui est de 14. Donc ça veut dire que quand je fais un tour, lui, il va en faire beaucoup plus. C'est-à-dire que là, il va en faire 1, 2... Alors, attendez. J'ai dit combien? J'ai dit 32, 14... Alors... Voilà, il va en faire... Bah, en fait, il va en faire 2,28,
finalement. Voilà, il va en faire 2,28. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, pour un déplacement de 1 tour de mon servomoteur, moi je vais pouvoir faire plus de 2 tours de ce côté-là. Et qui dit plus de 2 tours, dit qu'il va me permettre de faire un déplacement plus important sur ma crémaillère. Le souci, c'est si je mets directement ma crémaillère dessus, et ben finalement, j'aurais pas gagné grand-chose en fait. Puisqu'en fait, mon périmètre va être plus réduit de ce côté-là. Et alors oui, je ferai plus de tours, mais avec un périmètre plus réduit, donc je vais pas me déplacer linéairement de beaucoup plus. Donc ce que je vais faire, au-dessus, salut Aerox, c'est que je vais mettre un grand pignon. Grand pignon qui lui a beaucoup plus dedans que mon petit pignon, et même beaucoup plus dedans que mon pignon menant, qui a 36 dents. Voilà. Et donc, avec cette réduction-là, quand je vais faire un tour d'un côté, je vais en faire 2,28, on a dit, en dessous de l'autre, sur cet arbre-là. Et là, vu que j'ai 32 dents pour un module de 36 dents pour un module de 1, mon diamètre est donc de 36. Donc là, si je fais mon périmètre, j'ai un périmètre de 113,04. Voilà, et si je fais 2 fois 2,28, voilà, ça veut dire que pour un tour de roue ici, un tour de servomoteur, de l'autre côté, je vais me déplacer de 257 mm. Et là, ça devient hyper intéressant, parce que du coup, je résous mon problème que j'avais tout à l'heure, mon déplacement qui était limité linéairement par la course de mon servomoteur, en multipliant cette course, et en gardant les fonctionnalités basiques du servomoteur, parce que là, je n'ai pas modifié le servomoteur, donc je peux le piloter exactement comme un servomoteur classique, standard, et ça, c'est plutôt cool. Alors, ça, c'est la théorie, mais est-ce qu'en pratique, ça fonctionne? Alors déjà, je vais vous montrer la vidéo pour vous montrer qu'en pratique, oui, effectivement, ça fonctionne. Vous voyez? Voilà, petite vidéo. Et alors, le truc qui est cool, c'est que ça va super vite. Donc là, je le pilote exactement comme un cerveau. C'est relié derrière à une Arduino. J'envoie les fonctionnalités, des lignes de code avec la librairie cerveau. Donc c'est cerveau.write et puis j'envoie la position. Donc c'est super bien, ça va super vite. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu d'engrenage, vous vous en doutez, vous allez avoir un problème de couple. C'est-à-dire que là, grosso modo, j'ai multiplié la vitesse par 2,28, mais du coup, mon couple, lui, il a diminué proportionnellement à ça. Donc ça, c'est un souci. Ça veut dire qu'en fait, pour un seul et même cerveau, je vais avoir une course qui, certes, va être plus grande, par contre, mon couple va être plus faible. Donc je vais pouvoir lever une charge qui va être plus faible que ce que je pouvais faire avec mon premier système. Voilà. Du coup, maintenant sachant ça, j'ai quasiment 3 systèmes que j'ai à ma disposition pour mes robots pour pouvoir faire des déplacements linéaires. Le premier, on l'a vu il y a quelques mois, c'est le déplacement avec une poulie courroie. Le deuxième, c'est le déplacement avec crémaillère et avec le petit potentiomètre en plus en sortie qui est plus compliqué mécaniquement, plus fragile mécaniquement, mais qui me donne la possibilité d'avoir le couple maximum avec mon servomoteur. Et une autre solution, alors je l'ai démonté forcément, mais qui est cette solution-là, qui me permet d'avoir un déplacement facile, sans modification violente d'un servomoteur, sans modification au niveau du code, etc., sans rien faire de plus, mais par contre avec un couple qui est moindre. Au plus tu augmentes ta course, au plus tu as du jeu. Alors le jeu, ça va être le jeu dans les engrenages. C'est-à-dire que dans ta boîte d'engrenages, effectivement, je vais avoir des petits jeux un peu partout, qui est dû à la fabrication de mes engrenages, on va y revenir. Et effectivement, j'ai un petit peu de jeu là-dedans. Est-ce que c'est gênant pour moi? Non. Si je devais me positionner précisément de manière linéaire à plat, par exemple, là oui, ça serait un problème, parce que j'aurais un déplacement qui, dans un sens, me donnerait un résultat qui serait différent d'un déplacement dans l'autre sens. Et là, ça serait compliqué. Là, comme je monte et que je descends et que ma charge, elle est toujours dans ce sens-là, au final, c'est pas trop un problème. Et puis, je le dis encore, pour nos robots, c'est ultra acceptable, pour le coup. C'est hyper clean, donc ouais, je suis assez content, effectivement, de l'intégration de ce système-là. Bonsoir, Homsans, désolé. Je joue autour du point de stabilité sur le potentiomètre du Santo. Ah oui, effectivement, alors, ça, tu l'as pas sur ce système-là. Salut Ténéodim. Tu l'as pas sur ce système-là, par contre, tu l'as clairement
sur ce système-là. Et c'est pour ça que j'ai fait cette petite réduction avec ce petit pignon, parce qu'en fait je limite du coup ces problèmes de jeu en fait autour du point de stabilité, comme tu dis. Ça c'est le souci qu'on avait quand on a essayé de le faire, mais sans réduction, en le branchant en direct sur le pignon. Et là effectivement on a un gros souci parce que la carte à l'intérieur du servomoteur, elle n'est pas faite pour gérer en fait cette plage de mesure. Alors que là, je triche un peu en fait. Je lui fais croire que la plage est beaucoup plus réduite. Donc ça résout mon problème. Mais mécaniquement, c'est plus compliqué. Du positionnement se fait toujours dans le même sens. Sinon, on galère avec le jeu mécanique. Bah ouais, voilà. Du coup, c'est... On l'a toujours, hein. On peut essayer de l'annuler. Alors, avec des boîtes comme ça, c'est quand même un petit peu compliqué, mais c'est possible. Ah, je suis trop fort. Et ça, c'est un truc qu'on avait vu effectivement en live. On avait fait un premier essai avec le potentiomètre en direct branché sur le servomoteur. Et si on a le même ratio, ça marche pas. Clairement, on a des soucis. Et, ce qu'on avait du coup fait pour l'autre solution, c'était que le potentiomètre était lui aussi relié à Arduino, et en fait c'était Arduino, enfin c'est le code sur Arduino qui tournait, qui faisait la boucle fermée, au final, donc qui remplaçait un peu la carte à l'intérieur du servomoteur. Là par contre, j'ai plus ce problème là. Là, ça marche directement. J'ai rien à faire au niveau de l'Arduino, je le pilote aussi comme un servomoteur. Dans les deux cas, donc c'est ça qui est cool. Ouais, mais je regarde pas les lives. Voilà. Même un robot industriel gère ça comme ça. Oui, de toute façon, mécaniquement, on peut difficilement faire mieux. Alors, j'espère que dans les robots industriels, ils ont quand même une précision de fabrication d'engrenages plus importante que la mienne, parce que j'ai quand même sacrément du jeu sur le mien. Mais, certes, effectivement, ça marche. Mot de du mot. C'est ça. On regarde un petit peu comment c'est fabriqué et les problèmes que j'ai eus. Alors, je disais qu'il y avait encore des inserts. Des inserts, on en a ici pour pouvoir fixer notre servomoteur. Et on en a aussi également un ici pour fixer notre second train d'engrenage. Alors, vous voyez déjà que ça a cassé. C'est des pièces que j'ai faites d'abord au laser, parce que je pensais pas mon imprimante capable de réaliser ce type de pièces-là avec la précision nécessaire. Au final, il s'est avéré que c'est possible, donc je vais vous montrer ça juste après. Donc on fixe ça basiquement sur notre palonnier, avec, attention, des trous qui sont chanfreinés pour avoir un système qui est complètement plat, parce qu'en fait notre deuxième engrenage il va passer au-dessus, hein. Donc sinon on va être un petit peu embêté. Le stream de l'insert. Voilà, donc hop, je vais le remettre dessus. Alors par contre, je sais pas du tout comment il est orienté mon cerveau. Ah, puis comme il est complètement cassé, alors je vais essayer de le mettre comme ça pour au moins vous montrer. Et la deuxième pièce, donc c'est cette pièce-là, et à la base, j'avais fait deux découpes laser, petit pignon, grand pignon, que j'avais collé ensemble. Franchement, le résultat, il était hyper propre. Et je pense que pour des petits systèmes, type ce boîte d'engrenage là, mais sans effort, ça peut marcher, c'est super bien. Puis c'est super rapide à faire. Le seul souci, c'est qu'effectivement, en PMMA, c'est ultra fragile. Et donc du coup, ça a pété dès que c'est arrivé en contact sur le côté, quoi. Donc, ça c'est un problème. Ouais, mais sans coupe, exactement. Ouais. Salut Ifrit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un petit peu sur le Discord de la coupe, et on m'a dit non mais tente-le avec l'impression 3D. Bon, j'étais pas trop sûr, donc j'ai essayé, et effectivement, avec une buse de 0,4 mm, c'est sorti, franchement, nickel. J'étais vraiment impressionné. Et donc, du coup, ça fonctionne avec une buse de 0,4, quoi, d'imprimer des systèmes comme ça en engrenage, même avec du module 1. Alors, à l'intérieur, pour faire pivoter tout ça, hop, on a deux roulements. On peut y arriver. Ah mais ils sont insérés. Ah non, je crois que je les ai. Je pourrais pas les sortir. Je ne pourrais pas les sortir. Par contre, je vais vous donner la référence. Alors, où es-tu, roulement?
Et donc ce sont des MF83ZZ. MF83ZZ. Donc c'est des roulements avec une toute petite coupelle, une petite lèvre ici, qui vient se bloquer des deux côtés. J'aime bien ce type de roulement, parce que ils sont simples à se positionner, et ils ont l'avantage du coup de venir en contact avec une surface plane. Et donc je trouve que pour faire des alignements, c'est un tout petit peu mieux et un tout petit peu plus simple. Tu choisis un profil particulier pour... Non, c'est un profil droit, pour le coup. MF83ZZ, oui, monsieur Alf. Donc, une simple vis M3 à l'intérieur. Et, vous voyez, j'ai mon insert ici qui dépasse un tout petit peu pour appuyer sur la bague intérieure du roulement. Et hop, ça, je vais venir le positionner dessus, tout simplement. Alors, voilà. Ah, par contre, il faut que je tourne dans le bon sens. Ouais, donc c'est réglé vers le bas. Voilà. Hop. On vient le visser. Voilà, et comme j'appuie sur la bague intérieure du roulement, et ben en fait, mon roulement, il a son action. Et alors là, par contre, ça va être difficile de le tourner à la main. Si c'est quand même... Et donc voilà, vous voyez, ça tourne, ça marche. J'ai enlevé mon code de mon Arduino, je pourrais le refaire, mais c'est pas le but. Ce soir, vous avez vu la vidéo. Et donc, vous voyez que ça fonctionne bien, que c'est compact. Franchement, je pense que ça va être difficile de le faire plus compact que ça. On pourrait réduire un petit peu la hauteur, enfin jouer sur 2-3 trucs, mais en vrai, ce serait pas très intéressant. Mais le résultat est vraiment hyper bien, je trouve. Sauf ce problème de couple, en fait, qui fait que, au final, le servomoteur, il arrive à se lever lui-même avec son bras, avec tout le système, etc. Par contre, si on a des éléments de jeu qui sont un tout petit peu lourds au bout du bras, j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué pour le servomoteur. Ou alors prendre un servomoteur qui est beaucoup plus puissant. Parce que comme je vous ai dit, le gros avantage, c'est qu'on peut mettre n'importe quel type de servomoteur standard avec ce système-là. On n'est pas obligé de le modifier, de faire quoi que ce soit dessus. Donc un servomoteur un peu plus puissant dessus, et on a un système qui fonctionne super bien. Ah ouais, non, c'est un peu petit. Je sais pas ce que c'est comme type d'engrenage, Ifrit, mais c'est inférieur à... c'est inférieur au... Comment à ce module-là, quoi. Tu préfères les MF63ZZ? Ah oui, les MF63ZZ, ils commencent à être tout petits, hein, pour le coup. Si tu fais une seule roue, mais avec 2 fois plus dedans, tu perdrais aussi en couple. Ah bah oui, bien sûr. Oui, le problème est exactement le même. Le problème est exactement le même. Voilà, ce que dit Ifrit est vrai. Ce que tu gagnes en vitesse, tu le perds en couple de manière linéaire. Là, il n'y a pas de solution miracle. Après, j'ai fait des essais où je suis allé en butée avec les engrenages en plastique imprimés en 3D, donc avec le PLA. Et le PLA a pas bronché du tout. C'est-à-dire qu'il a pas explosé. Ce qui a explosé en premier, c'est les engrenages en PMMA, donc en acrylique. Donc je me dis que je referai bien cette pièce-là en impression 3D, et je ferai des essais, voilà, en allant sur la butée et en regardant un petit peu comment est-ce que ça réagit. Merci Jokavex, bienvenue à toi. Mais dans tous les cas, franchement, le résultat, il est vraiment top. Alors, est-ce que Aerox est là, mais ce que on peut voir là, regardez. Voilà. Alors ça, à mon avis, il y a plusieurs trucs. Déjà, j'ai un peu de jeu dans le servomoteur. Très peu, mais j'en ai quand même. Et après, ce qui se passe, c'est que comme j'ai 2 techniques de fabrication différentes, j'ai 2 jeux qui sont pas les mêmes, déjà de une. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que le laser, en fait, découpe un tout petit peu trop la dent. Et donc du coup, sur mes dentures au laser, j'ai beaucoup trop de jeux par rapport à mes dentures en impression 3D. Donc ça se règle, hein. Voilà, on peut rajouter un tout petit peu, on peut gérer ce jeu-là une fois qu'on sait où est-ce qu'il faut en rajouter, où est-ce qu'il faut en enlever, etc. Ce que j'ai pas fait du tout sur ce premier proto, mais on le voit, hein. On le voit que là, je sais pas combien j'ai. C'est intéressant de regarder. En déplacement linéaire. Je vais faire ça vraiment très vite.
Ouais, j'ai quasiment 2 mm de jeu. Donc, bon. C'est pas dingue non plus, mais il faut le savoir, faut l'avoir en tête, quoi. Il est... Il est mignon, Monsieur Pignon, il est méchant. Mon Dieu. C'est la réduction versus la multiplication. C'est ça, c'est ça. Après, faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on cherche. Moi, je sais pas, je trouve que ce système-là, il est intéressant si vous avez des charges très légères à monter. Il faut refaire ton pignon cerveau en 3D. Oui, c'est possible aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je refais ça en 3D, je fais mon pignon cerveau en 3D. Et alors là, la petite technique, c'est de faire un pignon plein, de ne pas faire la denture sur le pignon ici, là, sur le palonnier, pardon, et de l'insérer à chaud, c'est-à-dire que, voilà, on en prend un qui est cassé, j'ai plein de servomoteurs où ça c'est cassé, mais j'ai gardé en fait la sortie, et hop, on vient mettre une vis de ce côté-là, insérer, chauffer en même temps, et donc du coup, hop, quand le pignon rentre, il vient prendre la marque de la sortie du servomoteur. Un prochain, un pignon. Ouais, c'est-à-dire que je fais juste un pilotage par le bas. Après, bon, ça va, en vrai, ça va. On n'en est pas là, tu vois. Déjà, se positionner à peu près à cette position-là, très rapidement. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça va, hein. Franchement, comparé à tous les autres systèmes qu'on a pu voir, même les roues, les vis à billes, par exemple, système qu'on a aussi évoqué il y a quelques semaines, c'est très rapide. Donc en vrai, c'est pas mal. Si on a des comme ça en rap, je veux bien. J'ai jamais cassé de cerveau pour pouvoir faire ça. Sérieux? Ah bah la prochaine fois qu'on se voit, ou je te les envoie, j'en ai plusieurs avec des sorties différentes dedans. Je pourrais t'en filer un ou deux, y a pas de problème. Hein. Tout dépend de l'utilité. Exactement. Exactement. Donc voilà, je sais pas si vous avez encore des questions sur ce système-là. Je sais pas non plus si je l'intégrerai dans les versions prochaines des robots. Je me dis juste que ça fait des briques technologiques en plus, des modules technologiques en plus qu'on va pouvoir ajouter à nos robots. Et moi, je trouve ça cool de se dire que bah, maintenant j'ai ça. Et si à un moment on se dit ah pour un actionneur on a besoin d'un ascenseur, eh ben j'ai pas besoin de le redévelopper. Je peux directement partir sur cette solution-là, un peu comme ce que j'ai fait avec les pompes, avec les ventouses, avec les bras, etc. Donc c'est plutôt cool. Pourquoi pas une vis sans fin? Oui, ça marche aussi, vis sans fin. Alors vis sans fin, par exemple, moi j'utiliserais ça si j'ai besoin de précision et pas de vitesse. Voilà, clairement. Et que je dois lever des charges qui sont très importantes. Voilà. Parce que typiquement je ferais ça avec un moteur pas à pas. La réduction elle est telle qu'en fait la précision est très importante. Et en plus, je peux me permettre de lever des charges relativement importantes. Par contre c'est lent, c'est très lent du coup. Top comme Tangerine 3, vis sans fin, c'est comme vis à billes. Oui, c'est ça. Enfin, alors c'est pas exactement. Oui, c'est le même principe, on va dire. Le principe est à peu près le même. Super coupe, mais très lent. Voilà, c'est ça. Enfin, très lent. Toujours prendre. Ça dépend. Tu peux avoir des systèmes qui sont très rapides avec ce type de vis. Mais le pas est différent, le moteur est particulier, enfin voilà, il y a des choix aussi technologiques à faire, mais après tu montes peut-être en gamme, tu montes en prix, ou en suivant le moteur, voilà, exactement. Mais disons que de base, effectivement, c'est pas des systèmes qui sont connus pour leur rapidité, ça c'est clair. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit sur ces systèmes-là. De toute façon, je les mets de côté. Et puis, si jamais vous avez besoin qu'on y revienne, il n'y a aucun souci. Hop, je vais mettre ça là. Faire un peu de place. Ah oui, et pour les rails, j'utilise ces modules-là qui sont des MGN9C de mémoire. Voilà. Alors pourquoi des C plutôt que des H alors les C c'est plus court que les H. C'est juste parce que j'en avais acheté plein pour un projet que j'ai jamais fait, donc du coup j'en ai 4. Voilà. Donc pour mes robots c'est impeccable. Hop, ça je vais le mettre de côté. Puis ouais Audran, tu me dis hein, si t'as besoin que je t'en fasse parvenir, faut que je retrouve les miens parce qu'ils sont un peu éparpillés partout. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu achètes où ces petits moteurs? Les petits servomoteurs?
Où je peux, où il y a des promos, j'en achète pas souvent parce que quand j'en achète genre par 20. Souvent chez AliExpress ou sur eBay ou chez Hobby King quand ils font des promos. J'essaye toujours de prendre la même référence pour que les pièces soient compatibles entre elles si jamais je dois faire des changements. Donc ça dépend, franchement ça dépend. Je regarde de temps en temps. Là j'en ai suffisamment par exemple pour quelques années je pense de robotique. Mais peut-être que dans un an, dans un ou 2 ans, je pense que j'en rachèterai de différentes versions peut-être. Surtout pour de la non-réversibilité. Oui, oui, c'est vrai que t'as tout à fait raison. Et Ifrit, il y a aussi un truc, c'est que les systèmes vis sans fin, vis à billes, sont la plupart du temps non réversibles. Et ça peut être aussi intéressant pour maintenir un poids. Donc bilan, la technologie pour les lycéens, c'est pas super solide, il vaut mieux faire l'impression laser. La découpe laser pour faire des pignons, ça marche super bien, mais pas pour des efforts conséquents. Voilà. Vaut mieux partir sur l'impression 3D si vous voulez avoir des efforts un peu plus importants. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que découper au laser, ça va vite. Donc si vous voulez faire beaucoup de pièces pour pouvoir avoir des pièces de rechange, peut-être que c'est plus intéressant de faire deux pièces de rechange en impression 3D, qui mettent un peu de temps, mais qui sont propres, etc. Et d'avoir aussi des pièces de rechange en découpe laser qui coûtent pas cher, qui vont très vite à faire, on en fait plein sur le côté. Et si jamais on pète pendant la compétition toutes les pièces en impression 3D, le temps d'en réimprimer des nouvelles, on met les pièces découpées au laser. Donc les deux sont peut-être un peu compatibles, je pense. On va au moins cher, effectivement. L'impression résine, ce serait pas plus solide. Faudrait que j'essaye. Là, je saurais pas dire. Je suis pas sûr que... Non, je vais dire une connerie, je vais m'avancer sur une techno que je maîtrise pas du tout, donc je laisserai d'autres personnes tester. Mais là, je saurais pas vous dire. Jingle. Ah non, pas encore. Fraisage avec Sensei. Ah, c'est plus chaud, hein, quand même. Salut, GG. Fraisage avec Sensei, je le ferai pas. En vrai, faut vraiment une très 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 bonne Sensei pour le coup. Alors, sur quoi je pars? Ah oui, voilà. Alors, la suite. Ah, j'ai pas pris de photo d'avant. La suite. Jou. Autre projet de la semaine. C'est le retravail complet de notre base roulante pour la Coupe de France de robotique. Et alors là, le coco, il y a du boulot. Et j'ai pas pris de photo avant-après, ce qui est un peu dommage. Voilà. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, peut-être, si vous me laissez 5 minutes, je pense que je peux peut-être retrouver même carrément des photos. Alors, attendez. Il faudrait que je retrouve des photos du premier robot. Enfin, du robot quand on l'a assemblé. Ah, j'ai peut-être ça. Alors, est-ce que c'est... Forcément, j'ai des photos, mais c'est pas des photos de ouf. Ok, alors je vous montre ça. Notre robot tel qu'il était fait il y a quelques temps déjà. En fait, le principe c'est qu'on avait de l'électronique qui était à l'arrière ici, et on n'avait pas réussi à trouver une autre solution que de mettre la batterie allongée ici. Ce qui fait qu'en fait tout le bas du robot était quasiment inutilisable, plus la batterie dépassait en fait sur l'avant du robot. Donc, vous voyez, on le voit un petit peu. J'ai une photo très dégueulasse. On le voit un petit peu là sur cette vidéo. C'est fou ça, j'ai pas une photo du montage. Alors on voit avant le montage avec le support de la batterie ici. Attendez. Je suis surpris de ne pas avoir plus de photos que ça. Ah. Non. Ah, peut-être que j'en ai pas tant que ça en fait. Mince, fichtre. Fichtre. C'est fou ça. Je vous ai des dossiers qui sont très très lourds.
écoutez, je ne les ai pas, donc c'est pas grave, tant pis. Bon, alors du coup, effectivement, en fait, avant, ce qu'on avait sur l'ancien robot, j'ai pas le deuxième pour vous montrer, c'est que on avait voilà, la batterie qui passait en travers, et donc du coup, tout le bas du robot était un peu inutilisable. Et du coup, c'était un peu dommage, parce qu'on perdait énormément de place, et surtout en termes de câblage, c'était le bordel à l'arrière. Puis bon, ça allait pas quand on insérait la batterie, enfin, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et donc du coup, j'ai voulu... Ok pour les pignons en résine, mais en résine à haute résistance. D'accord, ok. Et donc j'ai voulu retravailler là-dessus, parce que ça faisait longtemps que ça me titillait. Et j'ai fait plusieurs trucs, et plusieurs améliorations, et voici le résultat, et j'en suis super satisfait. Alors déjà, j'ai trouvé une solution pour qu'effectivement tout tienne sur l'arrière du robot, et que notre batterie ne dépasse plus complètement à l'avant du robot. Deuxième chose, comme on avait une amas de câbles qui était dégueulasse à l'avant, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait reculé les plaques support électroniques de 10 mm à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'en plus de perdre de la place avec la batterie, on perdait 10 mm là-dessus à l'intérieur du robot. Et sur un robot dont l'avant ici est dédié à la mécanique et fait 100 mm, du coup, 10 cm, 100 mm, on perdait 10% en fait de cette partie-là. Et donc c'est énorme en fait quand on veut stocker des choses, faire un peu de méca ou ce genre de choses-là. Donc là c'était plus possible. Donc, je me suis dit on recommence à zéro et on regarde comment est-ce qu'on peut modifier tout ça. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que les carters qui sont ici, ils étaient fixés avec des pièces pliées, voilà, qui sont celles-ci. Et c'était pas une super bonne solution, déjà parce qu'en fait elle venait à cet endroit-là, et donc du coup elle bloquait comment dire, tous les passages de câbles ou ce genre de choses-là qu'on pouvait mettre sur les plaques latérales. C'était compliqué à faire, c'était pas hyper précis, et en fait la plupart ont cassé en fait. Ça c'est la seule qui me reste au démontage qui était encore intacte. Donc il fallait changer cette solution-là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai fait ces petites pièces. Voilà, j'en ai imprimé plein, qui sont des petits supports pour mes Curbeam. Voilà, pour fixer mes plaques latérales, voilà, qui sont ces petites pièces-là, et qui sont sur tous les côtés des châssis latéraux à 45. Donc comment ça se présente? On a hop, voilà, la possibilité de bouger où on veut nos carters. Salut le Therion. Hop, on resserre quand on a fini. Donc là, vous voyez un carter qui a été fixé avec ce système-là. Et on a toujours ces magnifiques inserts, parce que je suis trop fan des inserts. Ces inserts ici qui me permettent de fixer les carters. Le seul petit défaut pour l'instant, c'est que ma vis, mon écrou ici dépasse un petit peu, donc je suis obligé de faire des petites encoches dans mes carters. J'ai d'autres solutions pour faire ça, mais globalement, je suis assez satisfait. Et ça me permet également de gagner énormément de place, puisqu'en fait, je n'ai plus de barre qui sépare en fait mon carter en deux. Je peux directement faire naviguer plein de câbles, ce que je veux, à cet endroit-là, sans que ça prenne beaucoup de place. Donc ça, c'est très très cool. La deuxième chose que j'ai faite, c'est de faire le châssis batterie, et donc ces deux pièces-là. Alors, hop, voilà comment elles fonctionnent ces deux pièces. Allez, zou. Voilà, elles sont clipsées à l'intérieur. Et ce sont exactement les deux mêmes pièces. Donc il y a une pièce qui est imprimée en 3D, qui est le support de la batterie. Une pièce supérieure qui est découpée au laser, et qui est vissée ici, toujours avec des inserts. Et deux aimants, et donc du coup, quand on les positionne ici, on a 4 aimants, ce qui va me permettre de faire facilement une trappe batterie aimantée, comme sur le précédent, mais un peu plus intégré, mieux fait, etc., etc. On a toujours, comme sur les autres pièces, ce petit ergot en fait qui vient dans le rail de la Mekerbeam pour le guider, et après ces petites trous ici pour pouvoir fixer mon système. Bienvenue Goliath 513. Hop, je vais le remettre. On le clipse. Ah, vous l'entendez, c'est clipsé. Et une fois, hop là, qu'on l'a mis,
On vient resserrer un petit peu, un petit coup, et après on règle. Et je suis très content de cette solution-là. Franchement. Voilà, alors là par contre la hauteur est pas bonne. Donc on va juste hop, refaire la hauteur. Donc c'est pas encore définitif. Il faudra qu'on voit. Salut Vinny the Brute. Bienvenue. Voilà. Et ça vient s'insérer dedans. Et c'est nickel. Et donc du coup après... Vous vous souvenez, j'avais une plaque, alors j'ai enlevé les aimants là, mais j'avais une plaque aimantée. Après cette plaque là, touc, elle va venir se fixer sur les 4 aimants. Et ce sera nickel, propre, trop bien. Et donc ça va me faire gagner énormément de place. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, je vais tourner le robot pour que ce soit plus simple, pour vous montrer. Oula. Je suis passé du coup à la partie câblage et à la partie reste du robot. Alors, pour ça, hop. Je vais dévisser ces trucs-là. Oh, merci Flut, merci énormément. Bravo à toi. Ça soutient énormément. Ça soutient l'équipe. Alors, je vais monter encore un peu. Est-ce que je peux monter encore un peu? Ouais. Pour vous montrer. On va remarquer, je peux carrément l'enlever en fait. Allez, on va enlever le support batterie. Comme ça, vous verrez mieux la partie inférieure. Parce que je suis plutôt content de moi en dessous. Je peux donner des idées à des gens qui ont des Maker Beam. Voilà. Alors, comment ça se présente? Avant, j'avais une grande plaque. Vous vous souvenez peut-être, qui était une grande plaque pré-trouée comme ça, où j'avais toutes mes cartes dessus, partout. Et du coup, ça s'était pas trop mal. Mais en vrai, ça posait beaucoup de questions. Et vous voyez, j'avais une plaque qui était quand même relativement réduite. Je pouvais pas faire ce que je voulais, et en fait ces trous c'était une fausse bonne idée. Donc je me suis dit comment je peux faire pour simplifier la chose et en plus simplifier mon câblage. Et ben en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait, plutôt que de faire une grande plaque, j'ai fait 2 plaques séparées, une plaque inférieure et une plaque supérieure, ce qui me permet du coup de, si jamais j'ai besoin de changer une des 2 plaques parce que j'ai une carte qui évolue, j'ai pas toute une plaque à refaire, et ça c'est quand même une bonne chose parce que vous savez que on est souvent à changer l'électronique de nos robots. Ensuite, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ce soit facilement câblable? Ben déjà, vous voyez, ces plaques-là, le fait que tout ça se soit fixé ici, sur les extérieurs, et que je puisse les démonter facilement, ben déjà, ça me permet d'accéder au câble très rapidement, parce que là-dedans, j'ai pas de câblage, j'ai rien du tout, c'est juste du support. Donc ça se refixe très très rapidement. Donc j'ai accès à tout mon câblage. Je vais avoir ici ma carte de gestion de puissance. Ici la carte de mes drivers moteurs. Et là ma carte principale. L'idée que j'ai eue pour que le câblage soit plus facile et plus propre, c'est d'utiliser des petites plaques qui viennent se fixer dans le robot. Je vais en soulever une pour vous montrer. Donc toujours avec des vis. Voilà, chanfreiné, pour que ça prenne pas de place. Bienvenue, j'étais Yannou. Et en fait, ces petites plaques découpées au laser, ici, on a des petites entretoises, est-ce que vous les voyez bien, ouais. Des petites entretoises qui sont fixées là. Mes câbles passent en dessous, et hop, je peux, quand j'ai fini mon câblage, refixer. Et j'ai pas besoin de mettre des cire-câbles, n'importe quoi dessus. Ça reste relativement libre. Mais finalement, mes câbles, après, bougent pas, ils vont pas dans tous les sens. C'est plaqué contre ma plaque arrière. Ça peut passer à travers ici, je vous expliquerai après pourquoi. Et ça a des chemins vers l'extérieur, vers la partie plutôt actionneur. Néanmoins, tout le câblage, une fois qu'il sera fait, parce que là c'est juste un proto, et ben il sera proprement mis partout. Merci Barba Jacques 2. Je sais pas comment ça se prononce, Jacques 2. Il faut faire des plaques à encoche plutôt pour pas avoir à retirer les vis ou à l'enlever. Ah ouais, genre t'as une encoche ici, tu dévisses un tout petit peu et puis tu tires la plaque. Ah, pas bête, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est une très bonne idée, je pourrais faire évoluer ça, effectivement. C'est une bonne idée. Merci Alf.
Toujours des très bonnes idées sur le câblage et sur la méca Alf. Il aime bien tout ça. Donc voilà, donc ça c'est la partie câblage et électronique. Et alors ce qui est cool, c'est que du coup, bah voilà, en termes de câblage, c'est beaucoup plus clair que ce que j'avais avant, c'est beaucoup plus propre. J'ai pas tout fini parce que j'avais plus d'entretoise 5 mm. Donc il faut que j'en rechoppe pour pouvoir finir mon câblage et faire en sorte que ça fonctionne bien. Là clairement tout est pas câblé quoi, mais ça fonctionne super bien. Le prochain robot de Boston Dynamics, non peut-être pas, non, on n'en est pas là. Voilà pour ces éléments-là. Et alors pour finir sur cette partie, l'autre truc intéressant, c'est que à l'arrière, du coup, vous voyez toute la zone à l'arrière du robot est libérée. C'est-à-dire que là déjà, avec toute l'électronique qui est derrière, le robot il roule, il fait des actions, il fait ce qu'il veut, voilà, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, ce qu'on va venir mettre ici, c'est uniquement les trucs qui seront dépendants de l'année dans laquelle on va jouer. Donc si jamais une année on aura besoin de pompes, et ben, du coup on aura les pompes et les bras à cet endroit-là. Si c'est un espace de stockage, et ben, du coup ça sera complètement un espace de stockage. Ici, il n'y aura pas de problème. Et ici, vous voyez, c'est aussi chanfreiné. C'est-à-dire que là, j'ai pas de vis qui dépasse. Donc, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ici? Ça va me permettre également de venir plaquer d'autres plaques, mais qui seront dédiées aux actionneurs, et que je pourrais plus facilement retirer, enlever. Parce que ce que j'avais quand j'avais ça, c'est que j'avais d'un côté les cartes électroniques, et de l'autre côté, des éléments actionneurs qui changeaient chaque année. Sauf que pour pouvoir accéder à ces vis-là ou les bouger, bah, des fois j'étais obligé d'enlever la partie électronique de l'autre côté, ce qui n'était pas du tout pratique. Donc là, je vais avoir des choses qui pourront pouvoir être amovibles et facilement se déplacer et se changer. Garde de puissance relais ou couper la lime sécu. C'est couper la lime et la sécurité. Voilà. Le mec qui caresse son robot, on est d'accord. Mais grave, je fais des câlins. Comme ça. Des gros câlins à mon robot. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis vraiment très très content de comment ça s'est passé. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Bien sûr, il reste plein de petits trucs à améliorer, genre les encoches, ça c'est une super bonne idée. Mais globalement, franchement, je suis super content du résultat. Alors, je vais remettre les caches batterie, parce que sinon je vais les oublier. Hop. Je suis obligé de l'autoriser défaut, parce que le bot ne veut pas sinon. C'est ça. C'est exactement ça. Mais non, mais faut les aimer, vos machines. Faut les aimer. Faut leur donner de l'amour. Plus vous leur donnez de l'amour, plus elles fonctionnent mieux. Plus elles fonctionnent mieux. Oula. Oh lololololol. Oh lolololol. Il y a n'importe quoi. Hein. Alors. Hop, je revis ça. Alors là, j'aurais peut-être dû mettre des vis un tout petit peu plus longues. Parce que... à revisser, c'est peut-être un tout petit peu... Bon, normalement, je suis pas censé le faire tous les jours. Hein. Voilà, c'est juste censé être possible. Mais comme j'ai des vis Mecarbium qui sont un tout petit peu plus longues, j'aurais peut-être dû utiliser celle-ci. C'est quoi les plaques plexi? Ouais, c'est du plexi, ouais. Plexi orange. Hop. Il y a un plexi orange fluo, là, que j'ai vu passer, que j'aimerais bien tester, qui a l'air bien cool. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était pour la partie électronique. Et un petit peu la partie qui est commune à tous les robots. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, tant que t'es parti là-dedans, continue à travailler sur la partie commune des robots. Et travaille sur... hop là, le support d'encodeur. Parce que, vous vous souvenez, sur ce robot, on est en boucle ouverte. C'est-à-dire qu'on a deux moteurs pas à pas pour piloter les deux roues, roue gauche, roue droite. Le souci, c'est que, en fait, bah, si jamais ma roue dérape, ou que je heurte quelque chose sur le terrain, eh ben, ce qui va se passer, c'est que mon robot, en fait, il va se décaler et il va plus savoir où est-ce qu'il est positionné. Et ça, c'est un souci. Quel fournisseur pour le plexi? Vente en ligne, Chine ou local? Alors, en Chine, honnêtement, j'ai jamais rien trouvé de bien sur du plexi. Franchement, et puis en termes de prix, c'était pas vraiment intéressant. Local, j'ai pas la chance d'avoir ça localement
local, donc c'est en ligne, et PlexiShop. PlexiShop, généralement, c'est là où je vais me fournir. Voilà. Disons que j'ai pas... Enfin, c'est pareil, je vais regarder un petit peu ce qui se fait, et si jamais il y a des trucs un peu moins chers quelque part. En général, c'est plutôt PlexiShop. Alors, donc j'ai fait ce petit support d'encodeur pour pallier à ce problème-là. En fait, l'idée que beaucoup d'équipes, problématique que toutes les équipes ont, et du coup, la plupart des équipes, ce qu'elles font, c'est que elles ont un système d'encodeur, donc c'est des codeurs rotatifs, qui sont montés sur des roues libres, comme cette roue-là par exemple, qui sont du coup, comme leur nom l'indique, libres de la roue de motorisation. Ce qui fait que mon robot avance, voilà, touc, ma roue codeuse vient lire le fait que le robot avance, et à un moment, il va y avoir un contact, lui, ma roue motrice va déraper, et donc le robot, lui, devrait penser que il va continuer à aller en ligne droite, sauf que elle, la roue codeuse, la roue libre, elle va arrêter de tourner. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que on est censé comprendre avec cette information-là que le robot n'est plus en train d'aller en ligne droite, il a heurté quelque chose, ou il s'est passé quelque chose, et donc on va pouvoir corriger cette action-là. Le souci, c'est que, bon, nous on le faisait pas trop parce qu'on avait des moteurs pas à pas, donc on n'était pas trop sujet déjà aux problématiques de est-ce que notre robot va droit, est-ce qu'il fait un bon angle quand il tourne, etc. Parce que, de manière générale, la manière dont il est fait, et la manière dont il est codé, s'il n'y a pas de problème de contact ou de glissement sur le terrain, le robot sait se positionner très précisément. Le problème, c'est les chocs. Donc, il fallait que je rajoute une roue folle, et donc j'ai commencé à travailler sur un système qui est ce petit système-là. Le principe, il est simple, c'est que là, j'ai pas encore le codeur, il va y avoir un codeur qui va se positionner ici, mais c'est que j'ai une roue qui est mise sur deux roulements, je vais vous montrer après le système, donc qui est free, qui est monté, qui est encodé, qui est mis sur l'encodeur, pardon, et ce petit pivot ici me permet de maintenir un contact au sol. Et là, l'idée, c'était de mettre après ici un ressort pour venir plaquer ma roue codeuse sur le sol. Donc il y a plusieurs systèmes pour faire ça. Hein. Il y en a certains qui font effectivement avec un pivot, avec plein d'autres... voilà, il y a plein de problématiques, le fait que quand c'est difficile à régler, et que le pivot en fait permet difficilement un alignement constant du centre de la roue codeuse avec l'axe des roues. Il y en a d'autres aussi qui font avec deux paliers et qui font du coup un ajustement comme ça, vertical, avec plusieurs techniques, soit avec des paliers lisses, des rouleaux, ou enfin voilà, il y a plein de systèmes qui existent. Bref, moi j'ai commencé à tester ces trucs-là. Je trouve que ça fonctionne bien, mais je dis pas que c'est ça que je vais garder pour la suite. Pour l'instant, j'en sais rien. Je voulais juste vous le montrer parce que je trouvais ça assez rigolo. Du coup, n'ayant ni le même poids de contact au sol, ni le même diamètre, c'est pas trop chiant à gérer. En virage, eh ben nous, justement, on n'a pas trop ce problème-là parce que nos roues, nos pneus déjà, c'est pas nous qui les avons fabriqués, donc déjà ils sont plus propres que si on les avait fabriqués nous-mêmes. Nos roues sont bien imprimées, donc elles sont bien cylindriques, et donc du coup on n'a pas un problème de robot qui va pas droit, et ça c'est plutôt cool déjà. De base en fait, comme la mécanique est bonne, et ben en fait on a moins de problèmes au niveau soft à corriger. Voilà, donc déjà ça c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas mis d'encodeur pendant très longtemps sur le robot, en fait, parce qu'on n'en avait juste pas besoin, hormis ces problèmes de choc, au final. Tu as quoi comme config dans ton PC? Ouf. Bienvenue Lux4000. Alors, le truc, c'est que je le mettrai peut-être en dessous. Très rapidement, c'est une RTMX 2060 et alors, je ne sais plus si c'est un i5 9600 de mémoire. Voilà, très basiquement. 16 Go de RAM. Alors, revenons un petit peu sur notre petit encodeur. Le truc qui est pas mal, que j'ai bien aimé faire sur cet encodeur-là, c'est que j'ai deux roulements qui sont différents des deux côtés. Donc vous voyez un peu comment c'est conçu. C'est que j'ai ici deux roulements qui me font mon axe qui tourne. Là. De rien, Lux4000. Et puis,
cette platine-là qui est montée sur roulement. J'avais beaucoup de mal à imaginer ce truc-là, parce que je voulais faire quelque chose de très compact, et je savais pas trop comment m'en sortir. Et alors, je vais vous montrer comment je m'en suis sorti, parce que ça peut peut-être vous donner des idées. On va enlever le robot, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc là, je vais enlever mes roulements sur les côtés, c'est pas grave. Alors, pourquoi j'ai mis 2 plaques, déjà? C'est parce qu'avec un seul roulement, j'avais du rotulage, en fait, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est sur la première version, ça marchait pas. Donc, avec 2 roulements, j'ai moins cet effet-là, au final. Il faudrait que les 2 plaques soient... jusqu'au pivot. Alors, attends. Il faudrait que les 2 plaques soient jusqu'au pivot. Ah oui! Ces 2 plaques-là? Ah oui, ces 2 plaques-là, oui, ok, ouais. Bah, comme tu peux le voir, elle est coupée, hein. C'est la même plaque, mais que j'ai coupée au niveau de la CAO. Et ouais, je suis d'accord, ça c'est un patch que j'ai fait un petit peu à la va-vite pour faire mon essai. Mais effectivement, tout ça, ça devrait arriver jusque-là, comme ça au moins, effectivement, avec un roulement d'un côté, un roulement de l'autre, et une entretoise au milieu, j'ai un guidage qui est plus long, et donc du coup, j'aurai moins cet effet de rotulage, ça, ouais, clairement, clairement. Alors, comme je vous disais, j'ai plus d'entretoise de 5 mm, et donc du coup... le seul truc que j'avais en 5 mm qui était suffisamment petit et qui pouvait faire l'affaire, je suis désolé, c'était des inserts. Le mec met des inserts partout, quoi. C'est devenu n'importe quoi. Hop. Bon, pareil, hein, le chanfrein, tout ça. Voilà. Et je vais enlever la roue. Voilà. Et alors, le principe sur cette pièce-là, donc qui est une roue qui est imprimée en 3D, voilà, c'est... est-ce que j'en ai une autre? Ouais, j'ai celle-là, mais c'est pas une bonne version. Est-ce que je vais pouvoir l'enlever? Voilà, c'est d'avoir un roulement de ce côté-là et un roulement de ce côté-ci. Pour pouvoir faire l'appui sur la bague intérieure du petit roulement, qui est là, ce que j'ai fait, c'est que, ici, j'ai fait un petit rebord sur ma roue. Alors, je vais vous le montrer sur la CAO, ce sera beaucoup plus visible. Voilà. Voilà, nickel. Voilà, donc j'ai un petit rebord, ici. Et j'imprime ma pièce comme ça. Et je l'imprime sans support. Alors on pourrait se dire, ah ouais mais sans support, l'impression va être dégueulasse. Mais en vrai, je m'en fous un peu. Parce qu'en fait, cette profondeur-là mais vraiment égale. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir juste une surface de contact ici, avec la bague intérieure du roulement. Et en fait, ça a super bien marché. Voilà, j'ai testé et je suis assez content de moi. Et de l'autre côté, c'est pareil. Hop, voilà. Pour l'autre roulement, j'ai aussi voilà, un petit rebord qui vient en contact avec la bague intérieure du roulement. Voilà, je vais réassembler tout. Et après assemblage, j'ai cette partie-là. Mais, comme vous avez pu le voir, là, le roulement, il n'a pas d'axe sur la roue. Voilà. Et ce que je voulais pas, c'était imprimer, en fait, une roue avec un axe qui sort ici, et d'avoir plein de supports ici. Parce qu'en fait, ma pièce, elle n'aurait pas été précise. Je préférais imprimer ça complètement à plat. Et donc, la petite astuce, c'est d'avoir glissé une vis M3 dans ce sens-là, et d'utiliser, du coup, ici, une sortie en 8 mm, et de mettre un insert à cet endroit-là. Ce qui fait que, voilà, mon roulement à l'arrière, il est tenu par voilà, la vis M3. Ici. Et il est vissé directement dans la pièce avec son insert. Et donc je sais que c'est bien aligné. Je sais que ça fonctionne bien. Hop. Et je peux même gérer un petit peu ma pression sur mon roulement pour faire en sorte que la rotation soit libre sans effort. Et franchement, ça marche super bien. Tu ne lâches plus fricade. Bah, j'ai fait ce que j'ai promis. C'est-à-dire que j'ai dit, je n'utilise plus Fusion pour les nouveaux projets. Et j'ai même été au-delà de ça, parce que j'avais dit, je n'utilise plus Fusion pour les prochains projets. Hormis pour la Coupe de France de robotique,
où là je m'autorise fusion parce que j'ai encore l'assemblage. Et finalement, eh ben, j'ai plus refait de fichiers, même pour la Coupe de France de robotique, parce que ça typiquement c'est pour la coupe. Les supports ici, je les ai fait sous FreeCAD. Toutes les plaques que vous voyez, que je vous ai montré tout à l'heure à l'intérieur, tout a été fait sous FreeCAD. Et en vrai, bah, en fait, ça marche, quoi. Je me suis habitué et j'ai même du mal à revenir sur Fusion au final. C'est de l'assemblage, c'est pas de l'assemblage là-dessus, c'est du positionnement. J'ai pas encore trop travaillé sur l'assemblage, sauf sur un truc que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Et donc du coup, oui c'est ça. À assembler, bah du coup j'ai une pièce d'un côté avec le petit roulement, hop là, l'autre pièce de l'autre côté avec le grand roulement. Attendez, voilà, dans le bon sens, ça sera mieux. Hop, je clipse. Et comme l'assemblage de mes deux roulements plus de l'épaisseur de ma roue fait 5 mm, et bien du coup quand je vais visser... Ah, attendez, je me suis planté. Je me suis planté. Je me disais aussi, c'est bizarre, tiens, ça, j'ai pas de chanfrein de ce côté-là. Bien sûr que si, j'ai des chanfreins de ce côté-là. Voilà. Bah alors. Ah, voilà. Voilà, hop. J'ai plus qu'à visser ça, et c'est bon. Alors, j'ai pas encore fait les trous pour l'encodeur, parce que là, le principe, c'était juste de vérifier le fonctionnement. Vérifier ce que ça pouvait donner, et j'avais envie de m'amuser un tout petit peu avec les roulements, et tester un petit peu ce principe de fonctionnement-là, en fait. Finalement, cette partie-là m'intéressait un peu moins. J'avais vraiment envie de tester cette partie-là, parce que même si je change la manière de fixer tout le système sur le robot, finalement, cette partie-là, j'en suis très content, et je pense que je la garderai telle qu'elle, même pour la suite. Par contre, il faut quand même que je vous montre quelque chose, parce que, en fait, il y a une des raisons pour lesquelles je ne vais pas garder ce système, c'est que, bah, hop, le PMMA, c'est bien, mais en fait, c'est souple. Voilà, et donc du coup, si je le fais, ce système, il ne faudra pas que je le fasse en PMMA, il faudra que je le fasse usiné ou je sais pas quoi. Parce que, alors ça va être difficile de vous le montrer, mais je sais pas comment je vais faire. Je vais le mettre sur le côté peut-être. Voilà. Alors, en gros, vous pouvez, si je roule sur mon tournevis, vous pouvez le voir là, mais voilà. Vous voyez, ça, en fait, c'est très léger, hein, mais je l'ai, et c'est suffisant, en fait, pour que la précision de positionnement, elle soit complètement aux fraises. Donc, si je veux rester en PMMA, eh ben, je peux pas utiliser ce système-là. Voilà. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Après, tout le reste fonctionne bien. Romain, impression 3D. Ouais, oui, je pourrais le faire en impression 3D, mais en vrai, le souci il se situe plutôt à cet endroit-là, si tu veux. Au niveau de la jonction. En fait, c'est cette partie-là qui est pas bonne, en termes de design. Après, est-ce qu'avec deux plaques, j'aurais moins ce souci-là? Faudrait que j'essaye. Faudrait essayer. En tout cas, voilà, mon problème avec le design tel qu'il est là aujourd'hui, c'est cet effet-ci. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais trouver d'autres systèmes, je vais trouver d'autres solutions. J'y ai pas passé tant de temps que ça en fait, donc c'était vraiment voir si c'était intégrable. Mais franchement, ça peut s'arranger. Hein. Il y a vraiment pas de souci. Mais voilà, ça m'a permis en fait, sans aller trop loin dans une étape de conception, de vérifier qu'effectivement, bah oui, ça fonctionne, ça tombe, ça roule, ça suit. Ça s'assemble, c'est compact, mais c'est souple. Donc, un petit peu de modification à faire de ce côté-là. Sauf si double plaque, peut-être. Faudrait que j'essaye. Faudrait une plaque de l'autre côté. Pourquoi pas, ouais. Prolonge la plaque extérieure. Ah oui, j'y ai pensé à ça. Tu prolonges la plaque extérieure, tu viens en contact avec ça, tu fais une guide. Faire un sandwich avec 3 plaques pour faire une gorge à l'opposé du pivot. Ouais, j'y ai pensé aussi ça. Ouais, pour pouvoir se mettre là et pour pouvoir guider pour éviter que ça sorte. Effectivement, c'est une bonne idée ça. Effectivement, le souci c'est le palier plutôt, on dirait. Ouais, je pense que c'est plutôt là. Eh, merci Wiki. Ah, j'arrive jamais à le prononcer.
Désolé, merci à toi, merci beaucoup, ça aide beaucoup. T'as lâché ton Prime, c'est cool. Euh, c'est ce que j'ai fait chez moi en gros. Si on connaît à fixer directement sur le mécamime, sans ce bras, ça règle le souci, non? Le truc, c'est qu'il faut que la roue, en fait, les roues folles, les roues codeuses, soient dans le même axe que les roues motrices, et il faut qu'elles soient toujours en contact avec le sol. Donc si je les fixe, on fixe sur la Makerbeam, et ben déjà ce contact, je suis pas sûr qu'il soit assuré tout le temps. Et après, pour le réglage, peut-être que ça pourrait marcher. Peut-être que ça pourrait marcher de pouvoir se dire, moi je règle comme ça. L'autre solution que j'avais, c'était d'utiliser des rails linéaires ici, puis de faire un guidage linéaire là. Et alors là, pour le coup, j'ai plus aucun problème. Voilà, des tout petits rails linéaires ou des tout petits paliers. Venir me fixer ici, ça c'est l'autre solution que je vais tester, et venir me positionner là. En gros, là, je fais quelques essais avec des chutes de PMMA pour voir ce que ça donne et voir un petit peu quelle est la meilleure des solutions. Voilà, il y a je vais faire plein de petits dessins, plein de petits trucs, on pourra peut-être même en faire en live, mais voilà, je suis pas pressé sur cette partie-là, mais je trouve intéressant qu'en l'état, comme le robot, voilà, il est vide pour le moment, je puisse travailler là-dessus. C'est ça du... Là, c'est du luxe, les rails linéaires. Ah oui, c'est un peu du luxe, oui. Sinon, après, il y a aussi une autre idée, c'était une roue, en fait, des galets, quoi. Un peu comme sur les imprimantes 3D, et j'ai des galets des deux côtés, et ça vient se guider dans le rail du Makerbeam. Sinon, une idée fameuse, je sais pas si c'est possible, mais remplacer le système par un capteur optique. Non, alors ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, Pierram, en fait. Le problème, c'est que ça ne marche pas parce qu'il y a un décalage qui se fait sur le capteur au bout d'un moment. Et en plus de ça, c'est très compliqué à utiliser. Et les résultats sont pas fous. Dixit, beaucoup d'équipes et beaucoup de retours que j'ai vus sur le web et que j'ai pu expérimenter. En gros, le principe, c'est que quand toi, tu fais ça, puis ça, si tu le faisais avec un robot, en fait, tu faisais exactement ce même positionnement plusieurs fois, avec des vitesses et des accélérations différentes, mais toujours en revenant au même point, et ben ton pointeur de souris, lui, il reviendrait pas au même point. Parce qu'en fait, le principe de ce capteur-là et tout ce qu'il y a derrière, c'est plutôt fait pour un usage humain, et en fait, toute la régulation, elle se fait humainement. C'est-à-dire que le fait que tu te positionnes à un point précis, c'est toi qui te fais ta régulation, et le capteur, lui, il y est pour rien, en fait. Lui, le capteur, il va juste ralentir, faire ça de manière plus smooth, etc. Et donc il y a plein d'algos derrière qui tournent autour de ça, qui font que c'est difficilement utilisable directement sur un robot. Bon résultat, il faut que les roues codées soient parfaitement sur le même plan. Exactement. Exactement. Ouais, je sais pas, les rails linéaires, c'est peut-être du luxe, mais pour le coup, ça peut être hyper intéressant. De toute façon, j'y reviendrai dessus, je pense, dans d'autres lives, parce que ça va être des trucs de la coupe et que de toute façon c'est une des choses qu'on va améliorer sur ce robot-là, clairement. Cette année, j'ai vraiment envie de le faire, mais avant d'acheter les codeurs, je veux d'abord trouver la manière de les fixer et la manière optimale de les fixer. Les roues codeuses, c'est le passé. Oui, je sais, Alex. Je sais, Alex. Mais ça, c'est parce que tu peux pas en mettre, t'es frustré. Sur ton robot autonome. Enfin, tu peux en mettre, mais c'est pas efficace. Alors, je mets mon robot sur le côté. Moi, je prends ça pour de la frustration, Alex. Clairement. Et donc, le dernier projet dont je voulais vous parler, mais vous avez pu le voir un petit peu sur les réseaux. Oh, je suis chaud. Tu veux qu'on règle ça sur Discord après? Sinon, tu fixes un morceau de PMMA perpendiculaire au moins. Ah! Ah ouais, ça peut être rigolo, ça, effectivement. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit la souplesse du PMMA. Ce n'est pas tant la souplesse du PMMA que la partie roulement qui va pas. En fait, je sais pas, il faut que j'expérimente les deux, pour le coup. Et le dernier petit projet que je voulais vous montrer, parce que ça utilise le module de pliage de FreeCAD, c'est ce petit porte coton que j'ai réalisé, qui est plutôt cool. Alors attendez, je vais vous montrer.
à quoi il ressemble. Voilà, il est ici. Donc il y a un module qui est un petit, comment dire, un petit module que je peux fixer sur mes plaques à trous, là, mes plaques Ikea. Et le truc qui est cool, c'est que du coup, j'ai utilisé l'outil Sheet Metal qui permet de faire du pliage. Et pour la première fois, j'ai essayé de faire ça et de sortir les fichiers pour pouvoir derrière les plier avec ma plieuse à chaud qu'on avait déjà réalisé en live, avec du coup un super bon résultat. Donc vous voyez l'idée, j'avance, c'est de faire voilà, les découpes, ici de marquer très légèrement les traits de pliage, et ensuite de faire chauffer sur ces traits de pliage le PMMA, voilà, et de finir par réaliser le pli, voilà, et d'attendre que ça refroidisse. Et à la fin, on obtient, hop, notre petite boîte, voilà. Et si je reviens sur l'atelier, Isaka est en colère. Tout le long, en plus, ça lui ferait comme un aileron. Ah, ça sera drôle, ça. Et donc, du coup, ça me donne, voilà, cette petite boîte, je vais enlever. Voilà, et c'est franchement cool, parce que c'est très simple à fabriquer. Ça a marché du premier coup. Et oui, parce que je cherchais des élastiques toute la journée, et j'en ai trouvé un, donc je suis trop content. Et donc, le principe, voilà, hop, on met les cotons dedans. J'ai pas fait de côté ici, parce que forcément, c'est fixé au mur, donc j'en ai pas besoin. J'ai même ces petits trucs-là avec des clips. Voilà, au début, je me suis dit, tiens, je vais l'imprimer en 3D, mais en fait, non. On va tout faire au laser. Hop, ça se positionne au-dessus. On vient prendre l'élastique. Ça, c'est juste pour maintenir une pression, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément nécessaire, mais bon. Voilà. Et puis, du coup, hop, je peux tirer. Alors, hop, je peux tirer mon coton quand j'en ai besoin. 1, 2, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça marche. Et ça vient se fixer directement ici. Voilà. Et ça vient compléter mon petit atelier. Et ça, c'est vachement bien. T'as pas mis d'insert dans la boîte? Eh ben non. Et figurez-vous que j'y ai pensé en plus. Mais pas d'insert sur ce projet-là. Je suis désolé. Donc voilà un petit peu pour le retour sur tous ces projets de la semaine. Ça tenait clairement pas dans un récap. Mais je voulais vous en parler parce que je pense qu'il y avait des petits trucs, des petites astuces pas trop mal, des choses que j'ai apprises, des projets qui pourront peut-être aboutir derrière à d'autres lives sur la chaîne. Donc ça me semblait intéressant quand même de vous en parler. Et puis voilà, qu'on puisse échanger un peu avec vous, surtout sur la dernière partie, sur la partie fixation des roues codeuses. Là, clairement, il va y avoir un gros boulot et ça sera fait pour une partie en live. Donc, on pourra se retrouver là-dessus aussi. Dis pas ça, il va faire un trou pour en ajouter par principe. Figurez-vous que j'ai testé quand même un truc, mais j'ai plus le test. Je suis un peu dégoûté de mettre des inserts plastiques comme ça dans du PMMA découpé au laser. Et ça marche super bien. Mais le problème, c'est que mes inserts, ce sont des 5 mm d'épaisseur, et du PMMA en 5 mm, c'est quand même pas évident à découper avec ma découpeuse laser. Donc j'ai recommandé des inserts en 3 mm d'épaisseur. Voilà. Pour être raccord avec mes plaques. Donc bientôt, je pourrais mettre des inserts dans des plaques de PMMA. Mais ouais, bien sûr que ça marche, mais en fait, bizarrement, tu vois, je m'étais jamais posé la question, tu vois, et c'est à un moment, j'ai eu besoin de fixer quelque chose dans de l'acrylique. J'avais pas de place, je me suis dit, bah, là, j'aurais mis un insert dans une pièce imprimée en 3D, mais je l'ai jamais fait dans du PMMA, pourquoi? Et j'ai essayé, et effectivement, ça marche super bien. Donc, on va pouvoir en foutre partout des inserts, et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là sur cette première partie de live et on va se retrouver tout de suite pour la seconde partie du live, sur plutôt une partie conception et réflexion sur de l'outillage pour mon atelier. Jingle, et oui, il va y avoir un jingle.
Alors déjà, il va y avoir un The End, et puis donc restez, ça va durer quelques secondes, le temps de boire, d'aller faire une pause que seul vous pouvez faire, Euh, et on se retrouve après. Et puis bah, si vous êtes en rediffusion, et ben moi je vous dis à la prochaine. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, etc. Et nous, on se retrouve tout de suite. À tout de suite.